Anatoly, ça fait un bail. Ouais, ça a fait un sacré voyage aussi. C'était quand la dernière fois qu'on s'est vu? C'était à peu près il y a 1 an, pas vrai? Ouais, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Je trouve que c'est un contexte assez drôle. De se retrouver comme ça après 1 an dans un événement dédié à Solana, très vivant. Toutes les choses qui sont arrivées en si peu de temps, c'est incroyable. Donc ma première question va être, sans parler de la technologie, de l'économie ou quoi, comment est-ce que ça a changé ta vie d'aller de... Je suis juste plus fatigué, je dirais. Je savais pas que c'était possible d'être encore plus fatigué, mais voilà. Tu sais, je voulais te demander, en ce qui concerne Solana, sur quoi est-ce que tu te concentres? Pendant une journée moyenne pour Anatoly, sur quoi est-ce que tu travailles? Sur les éléments centraux de la technologie? Peut-être que tu travailles sur l'optimisation de certaines fonctions? Des fois, c'est plus rare. Mais probablement une fois par mois, je vais travailler sur du code. Et tu sais, à part poster sur Twitter, je passe probablement la majorité de mon temps à essayer de parler aux créateurs de projets, aux gens qui veulent rentrer dans le milieu avec une idée folle, tu vois, qui veulent concrétiser. Je recherche surtout des gens qui ont ce regard bien particulier. C'est clair qu'ils vont pas abandonner, tu vois, ils vont réaliser leur projet. Et puis je me dis comment je peux les débloquer, comment je peux m'assurer qu'ils réussissent. Donc tu t'occupes des créateurs de projets, tu les aides à gérer l'aspect technique, comment utiliser l'infrastructure logicielle, comment utiliser les outils, comment débugger ce qu'ils essaient de déployer. Des fois, ouais. Des fois, c'est juste une histoire de s'amuser un peu avec le code. Des fois, j'explique des détails, comment le système de compte fonctionne, où trouver telle ou telle chose, tu vois. Au début, je faisais tout ce travail tout seul. Et puis maintenant, il y a tellement de contenu créé par la communauté que je peux juste dire aux gens allez lire le blog de Paul ou allez lire tous les tweets que les gens ont envoyés. Donc aujourd'hui, je dirais que la chose la plus difficile à trouver, ça reste des bons créateurs qui ont imaginé quelque chose et qui veulent le mettre en place. C'est probablement vrai pour n'importe quoi d'autre, mais trouver ces gens qui ont un rêve et des idées pour le concrétiser et qui veulent s'y mettre, des gens qui vont faire ça même dans un marché baissier, tu vois, peu importe, c'est ça le plus dur. Ouais, et je pense que c'est très difficile d'imaginer le futur avec l'état actuel du marché, et de vraiment être sûr que quelqu'un qui te contacte a une vision à long terme pour créer le produit. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué à propos de Solana, c'est qu'en Asie particulièrement, on commence à voir de plus en plus, des sociétés officielles du milieu de la finance qui essayent de participer sur Solana et de recréer des solutions logicielles solides sur Solana. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment en train de se déplacer, mais il y a une sorte de transition. Au début, on voyait des startups qui sont un peu organisées comme des DAO, et maintenant des institutions très officielles qui s'intéressent à Solana. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, j'ai toujours pensé que ce réseau n'est rien de plus qu'un réseau, hein. C'est un mécanisme de communication. Il y a cette idée de message qui résiste à la censure, mais c'est tout ce qu'il y a. Je pense que ce qu'on voit, c'est que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a du mérite à participer à ces réseaux. Et même chose pour quelque chose d'aussi simple que d'envoyer de l'USDC, tu vois. C'est comme contrôler votre propre système bancaire, plutôt que d'utiliser une banque sur laquelle vous devez compter. Pour les institutions financières, lorsque ce déclic se produit, lorsqu'ils admettent qu'il y a des avantages, vous savez, le temps requis pour développer ces choses est court. On a de la chance dans le sens où l'architecture est conçue pour être la plus efficace possible. Donc c'est très intéressant pour les gens qui font attention à ça et pour les projets qui veulent quelque chose de rapide et d'abordable. Oui, après tout, c'est un moteur de découverte des prix, comme tu l'avais décrit la première fois qu'on avait parlé. C'est une fonction primitive, mais essentielle. Donc les gens peuvent construire dessus, concrétiser leurs idées. Pourrais-tu nous donner un aperçu de ce que ça sera plus tard, mais aussi d'à quoi ça ressemblait avant pour un développeur qui arrivait sur Solana ? Comment est-ce que tout ça a évolué entre l'année dernière et aujourd'hui, et qu'est-ce qui est prévu dans 1 an en termes de facilité d'accès pour les développeurs qui souhaitent créer des choses sur Solana ? Tu sais, ce qu'on a construit, c'était pas un kit de développement, ok, pas un SDK. Si tu connais un peu les bases des systèmes d'exploitation, le seul truc qu'on avait créé, c'est l'interface d'appel système. Il n'y avait rien d'autre.
Et on avait quelques exemples de contrats intelligents. Mais tu sais, j'ai cette théorie que si ces trucs prennent si longtemps à construire, à optimiser, en d'autres mots, ça se fait pas en un week-end, c'est parce qu'il y a toujours des contraintes de manœuvre, tu vois. On n'a jamais fait de grosses levées de fonds avant celle qui avait lieu au printemps. Les choses sur lesquelles on s'est concentré, c'est celles qui, à mon avis, pouvaient être réglées par un bon développeur en un week-end. Donc on optimise, on a fait ça aussi parfaitement possible, mais ça voulait dire que les développeurs n'avaient pas une expérience géniale. Mais dès que quelqu'un comme Armani Ferrante a compris qu'il pouvait construire plein de trucs super sur Solana, il a publié encore de très bonnes suites logicielles, parce que les meilleurs ingénieurs ne veulent pas construire la même chose deux fois. Donc ils ont naturellement remarqué les répétitions, les abstractions, ils ont commencé à construire des choses en fonction des besoins. Et ce genre de procédé de développement, à mon avis, c'est bien plus naturel et rationnel. Et les résultats, ce sont des produits, des cas de logiciels comme Encore, que les gens aiment et qu'ils utilisent. Donc l'histoire, c'est qu'au début, vous n'aviez rien, à part un système rapide et pas cher, qui n'existait nulle part ailleurs. Donc les gens comme Armani ont un peu mangé du verre pilé, si tu veux, pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'on crée d'excellentes suites logicielles. Et maintenant, ce qu'on voit, ce que j'espère voir, il est plus tout seul à travailler dessus. Je crois qu'il y a quelque chose comme 95 contributeurs qui participent à l'amélioration d'Encore. Mais bon, ce que j'espère qu'on va voir, beaucoup de gens venir contribuer à l'amélioration de ces logiciels sur Solana. Tu sais, pour profiter de la réutilisation du code à travers tout l'écosystème. D'accord, c'est plutôt intéressant. Une décision qui a été divulguée récemment, c'est la collaboration entre Lightspeed Ventures, FTX et la branche d'investissement de Solana. Vous avez rejoint un nouveau groupe ciblant le marché du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Dans tous les jeux auxquels j'ai joué, c'était toujours une espèce de communauté crypto en miniature. Le premier, c'était Ultima Online. J'allais à la banque le dimanche, tu vois. Et j'étais ado, donc j'avais rien de mieux à faire que d'aller chercher un chèque de banque, tu vois, qui pourrait être envoyé par courrier avec un timbre classique pour acheter des objets virtuels. Donc à chaque fois que vous avez assez de gens rassemblés autour d'un ensemble de données, et qu'il s'agisse de quelque chose de riche comme un jeu vidéo, ou quelque chose d'ennuyeux comme une base de données classique, tu vois, une blockchain, les gens créent naturellement une espèce de culture, ils s'échangent des choses, ils s'amusent. Et donc vraiment, ça me semble naturel que le jeu vidéo contienne des éléments crypto dans le futur. Donc tu sais, les fonds d'investissement, ils sont super pour financer des paris risqués. Les jeux sont risqués, ça prend beaucoup de temps de développer un jeu, beaucoup de versions différentes pour le faire grandir. Le bon moment pour se lancer, ça me semble être maintenant. Parce que si tu penses au jeu vidéo qui sera important dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer à le créer, ce jeu. D'accord. Solana a du potentiel parce que le réseau est extensible en fonction de la bande passante et du matériel, et il n'est pas saturé pour l'instant. Mais il y a eu cet incident récent, je crois que c'était à cause de Sea Level, au cours duquel la blockchain a eu un problème avec Grape Finance. Ouais, donc c'était avant la production de blocs. En gros, Solana n'a pas de mempool. Il y a un système de files d'attente, et ces files d'attente, elles étaient tellement surchargées qu'il n'y avait plus de mémoire vive disponible. Donc on dit que c'est forked up, tu vois. Le réseau, il générait tellement de forks que les nœuds, ils n'arrivaient plus à suivre. Mais vous avez publié 2 hotfix. Ouais. Pendant ces 17 heures de tempête, la réaction des validateurs a été plutôt impressionnante, vu qu'ils ont tous redémarré et réparé leur nœud réseau en un laps de temps assez court. Mais pour quelqu'un qui veut participer et qui veut s'assurer qu'il peut compter sur un réseau stable, est-ce qu'il y a une protection concrète contre les dénis de service sur Solana maintenant ? Oui, donc les systèmes d'exploitation, les projets complexes comme ça, ils prennent 10 ans pour arriver à maturité, c'est la vie. C'est pour ça que ça s'appelle le mainnet bêta. On a confiance au niveau de la sécurité, mais les choses comme ça, c'est un sacré travail, ça fait partie du jeu. C'est la vie. Je suis sûr qu'on a réglé ce problème pour de bon. Après, je suis pas sûr à 100% qu'il n'existe aucun autre problème qui pourrait paralyser le réseau. Mais c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que d'une certaine manière, c'était un moment charnière. Parce qu'on a vu la communauté de validateurs qui s'est mise à gérer tout ça seule. Procédure de redémarrage, qui n'était pas littéralement une procédure de redémarrage.
Ils se débrouillent, ils déterminent quel était le dernier bloc confirmé, ils changent leur identifiant réseau, ils dégagent tous les forks non confirmés en attente. C'était quelque chose de simple en fin de compte. C'est facile à vérifier parce que l'état que les validateurs utilisent comme état local, c'est le leur. Donc ils vérifient juste que tous les autres validateurs ont le même résultat. C'est vérifié cryptographiquement, mais ça requiert une certaine coordination humaine. Et puis quand le réseau grossit, on ne sait pas si ces gens sont juste là pour les récompenses de stacking, ou bien s'ils sont vraiment là pour soutenir le réseau sur le long terme. Voir tout ça se produire en direct, en tout cas, voir la vitesse à laquelle la communauté s'est unie et comment elle a géré ça toute seule, c'est génial. Je pense qu'en pratique, c'est décentralisé et c'est dingue en fin de compte. Définitivement, oui. C'est vrai que c'est difficile de faire en sorte que tout le monde réagisse vite quand c'est un réseau super ouvert et inclusif avec des tonnes de participants. S'il y a un problème sur le réseau avant qu'il soit arrivé à maturité, il y a toujours un risque qui est lié à ça. Pour changer de sujet, nous avons entendu parler de Facebook qui a annoncé changer de nom pour devenir Meta, et puis aussi toute cette histoire de métavers. C'est un univers à la mode, ce métavers, c'est un concept qui est devenu un peu plus populaire. Quelle est ton opinion là-dessus ? Est-ce qu'on devrait s'appeler Meta aussi ? Ça a l'air pas mal. Oui, tout le monde devrait s'appeler Meta, voilà, c'est ça. La seule raison pour laquelle ils peuvent faire ça, c'est parce que ce sont les fondateurs de Facebook. Vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant qu'on puisse avoir une société à 1 billion de dollars qui se lance dans ce projet dingue appelé Metaverse et qui n'existe pas encore. C'est juste un grand projet. Je pense que ça se produira. Ça se produira sans lui. À mon avis, ces choses-là, elles ont besoin de mouvements populaires, d'une croissance naturelle. Et puis, il y a un nouveau modèle qui requiert aucun intermédiaire. C'est basé sur les marchés ouverts, sur cette idée de libre découverte des prix. Tu vois, où tout est ouvert, disponible mondialement. Je vois pas comment Facebook peut rivaliser avec ça. D'accord. Une autre question que j'entends vraiment très souvent. Pour avoir un nœud Solana, ça demande un matériel très puissant. Mais au lieu de vous demander de réduire la puissance requise ou quoi, parce que je pense qu'il est important de s'assurer que le réseau ait une bonne performance, je vois deux types de décentralisation. La décentralisation pratique, où le réseau a un bon millier de participants et il est très peu probable que des gens entrent en collusion pour censurer les transactions. Et ensuite, le cas où c'est trop décentralisé, où il y a une mauvaise expérience utilisateur, avec un temps de finalité très long, des choses comme ça. Donc, ma question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose dans la roadmap de Solana qui est prévu pour permettre aux gens qui ne sont pas experts en informatique ou quoi, de participer à la sécurisation du protocole en dehors de la délégation ? L'objectif de faire tourner un nœud réseau, c'est de vérifier l'état du réseau, d'accord ? Donc c'est de s'assurer de la valeur que je détiens dans le contrat intelligent que j'utilise. Que ces contrats, ils s'exécutent aussi comme prévu. Donc on bénéficie de cette vérification. Et si vous voulez dépenser l'argent, vous pouvez aussi bénéficier du réseau de Solana, sur lequel vous avez la garantie de recevoir toutes les informations souhaitées en quelques millisecondes. On ne peut pas faire ça pour moins cher. Mais ce qu'on peut rendre moins cher, c'est l'accès au registre. Pas en temps réel, un peu plus lentement, mais ensuite vous pouvez constamment vérifier que la chaîne fait ce que vous faites. D'accord ? Il y a des gens qui ont essayé un peu ça, au niveau des services RPC d'indexation, et on peut utiliser ces outils pour autre chose. C'est sûr. Autre chose, en ce qui concerne la théorie du futur multi-chaîne, Je te demande toujours ce que tu penses sur tout, mais Solana peut juste exister de manière indépendante, en autarcie. Donc comme il y a le VM qui arrive sur Solana avec Neon Labs et probablement d'autres, ça offrira plus de possibilités pour interagir avec cette blockchain. Et Solana est loin d'avoir atteint sa capacité maximale. Alors quel est ton avis sur ce futur multi-chaîne en général ? Je ne pense pas que le futur multi-chaîne se produira pour des raisons d'extensibilité. Tu vois, ça se produira pour des raisons plus communautaires. L'open source, c'est communautaire fondamentalement. Et donc, par exemple, Linux n'a pas pu tuer BSD n'a pas pu tuer Linux, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient avec l'un et l'autre.
Ces communautés, elles existent. Et peu importe ce qui se passe, quelqu'un, quelque part, aurait envie de prendre du temps le week-end pour aller coder un truc. Et donc, ce sera vrai pour Ethereum, ce sera vrai pour Bitcoin, ce sera vrai pour tout un tas de chaînes comme Solana. Et ce que ça veut dire, c'est quel genre d'activité il y a où, c'est une question entièrement différente. Pas vrai. Moi, je pense que l'élément le plus important qui permet à tout d'être composable, c'est la cryptographie. La cryptographie elliptique, elle permet de transférer d'un réseau à l'autre, même avec un système multisignature. Donc, je suis plutôt optimiste sur le futur multi-chain. Pour moi, il sera comparable, tu vois, à ce qu'on voit avec les différents langages de programmation aujourd'hui. Ouais, d'accord. Je pense que c'est une mise à jour satisfaisante vis-à-vis de tout ce qui est arrivé à Solana. Je dirais qu'on s'est un peu plus concentré sur l'aspect technique des choses. Je vais maintenant te demander donc quel serait ton message pour la communauté française, pour changer de sujet. Développeur ou pas, peu importe. Oui, on a quelques développeurs principaux qui parlent français. Donc si vous ne parlez pas anglais et que vous ne comprenez pas les DAG, venez, on vous aidera. C'est un projet amusant. Il y a plein de développeurs français géniaux. Donc venez nous voir. Il y a une super ambiance. Voilà, vous pouvez contacter Jonathan ou me contacter et je ferai en sorte que vous puissiez contacter la bonne personne. Et Anatoly, voilà, c'était un plaisir de se revoir. Hein. J'espère qu'on pourra refaire ça dans un an. On verra ce qui s'est passé. Évidemment. Allez, super cool. Merci d'être venu. Super. À bientôt.